Bonjour, nous sommes le 1er avril, il est 13 h, c'est lundi de Pâques. Je donne jamais l'année dans mes vidéos, mais donc avec cette explication, vous pourrez retrouver l'année si vous me réécoutez dans un futur lointain. Toujours est-il que voilà, au moment de commencer à tourner cette vidéo, j'ai un Goliath tout tremblotant, parce que la dernière mode de Monsieur Goliath, c'est de s'agiter, d'être pris de tremblements, un peu comme s'il avait des frissons, il crée des frissons parce qu'il veut manger. Bon, alors, regardez-moi cette affaire-là. Et donc, comme je ne peux pas encore retarder le shooting de cette vidéo parce que les deux grands chiens vont bientôt débarquer comme tous les lundis avec mon assistant, eh bien, il faut qu'on s'y mette et on s'y met. Mais comme ce petit Goliath tremblotait, je me suis dit, oulala, ça va pas être bien pour lui et pas bien non plus de le voir trembler en se disant, qu'est-ce qu'il a? Ben, il a faim. C'est une bonne maladie. Et après-midi, nous irons marcher. Mais nous sommes toujours dans les articles que je veux vous montrer, et donc je ne sais pas vous faire ça en promenade. Il y aura promenade après-midi, et peut-être que je shooterai déjà la vidéo, la capsule. Je ne sais plus trouver le mot capsule, maintenant c'est vrai que en fait ce sont des vidéos, mais je trouve que le mot capsule n'est pas mal non plus, et peut-être que la capsule suivante sera shootée incessamment sous peu, en promenade. Toujours est-il que nous devons en finir avec cette amylase 1A. Si vous n'avez pas vu les opus 1 et 2, je vous incite à aller les voir d'abord, parce que sinon vous n'allez pas bien comprendre ce qui suit. Okay? Enfin, ceci dit, je vais quand même essayer d'être simple, et surtout, il va y avoir en fin de vidéo une séquence assez choc, donc surtout restez avec moi parce que les 10 dernières minutes vont être terribles. Bon, donc je vous ai montré la fois dernière cet article sur l'amylase salivaire, vous le reconnaîtrez. J'avais à peu près terminé. Il y avait juste quand même un petit aspect que je trouvais intéressant, c'est que vers la fin de l'article, ici je suis obligé de traduire de l'anglais, alors ça ralentit un peu mon discours. Surtout que je dois donner à manger de la main gauche et tenir mon document de la main droite. Alors, c'est assez particulier comme vidéo, donc, enfin bon, voilà. J'ai essayé avec des œufs en chocolat, mais vous savez, pour les chiens, on peut pas. Et donc, ce sont des petits lardons que d'habitude, je mets sur sa nourriture. Mais là, ici, si on veut que ce soit quand même gérable, je me contente de donner quelques petits lardons. Je peux vous dire qu'il est bien. Puis alors, vous savez quoi, c'est à la fois cétogène et carnivore, donc ça prépare la faim. Mais je vous garantis, je vous jure, ce n'est pas du tout prémédité. C'est le destin, c'est le hasard du destin qui fait que mon chien est en pleine démonstration cétogénico-carnivore. Et je vais en reparler. Bon, allez, on avance. Donc, ce qui me restait à dire de cet article que je vous ai présenté la fois dernière, c'est que les auteurs insistent sur le fait que le développement de la cuisson a pu faire augmenter le nombre de copies de l'amylase salivaire au fil du temps, au fil des générations, et évidemment, plus récemment, et probablement surtout, cette explosion, l'avènement de l'agriculture a certainement favorisé une augmentation du nombre de copies, donc des CNV pour l'amylase 1A. Et je voulais quand même vous dire que même l'amylase pancréatique chez l'humain est également sujette à des CNIV, à des multiplications de copies, mais dans une moindre mesure. Vous voyez, donc je trouve que ça s'enchaîne avec ce qu'on a dit la fois dernière. Donc, il est question au niveau pancréatique
de monter jusque 6 copies chez l'humain. Donc, ça c'est la MY2, 2A et 2B. Bon, il y en a deux, on ne va pas entrer dans tous les détails. Et c'est intéressant parce que, visiblement, c'est surtout l'amylase salivaire qui a été impactée par cette augmentation du CNIV. Et, comme je vous l'ai dit dans l'opus 2, la digestion des glucides chez l'humain est quand même dominée par la salive, plus qu'au niveau des sucs pancréatiques. Oui. Et ça répond à certaines critiques qui disent « Oh oui, mais finalement, non, la salive... le pH de l'estomac va tout détruire. » Ben non, parce que même si la sécrétion, le suc gastrique est très acide, mais les aliments forment un bolus et ce suc gastrique n'acidifie pas tout de suite uniformément. Donc, il n'y aura plus de lardons. Et donc, ça va quand même continuer à se digérer, même dans l'estomac, grâce à l'amylase salivaire. OK. Bon, voilà, c'est une petite précision que je voulais vous faire. Alors, maintenant, un article très intéressant qui, heureusement, est en français, ce qui me facilite un peu. Je peux juste vous lire des passages intéressants. Je trouve que c'est un article bien fait. C'est une publication qui date qui en tout cas a été mise à jour le 24 juillet 2021. C'est une publication de l'Institut français de l'éducation, IFE, voilà, vous avez le logo, et vous avez le titre « Variabilité et évolution du phénotype quantité d'amylase salivaire ». Ah, j'ai oublié d'éteindre mes mails, on va le faire pour ne pas être embêté. C'est Jean-Charles, mais bon, voilà. Jean-Charles. Maintenant, plus d'emails qui vont entrer et me perturber. Donc, il se reconnaîtra. Voilà, alors c'est un article d'abord qui, dans sa première partie, confirme les faits. Bon, voilà, vous avez ici une dispersion de points, mais qui montre une corrélation totalement positive entre les deux paramètres étudiés, c'est-à-dire la quantité d'amylase salivaire rapportée au nombre de copies AMY1A. Bon, ben plus il y a de copies, plus il y a d'amylase dans la salive. Donc ça justifie ce que nous racontons, parce qu'évidemment, faut quand même établir les faits. On est ici dans la partie scientifique de la démonstration. Davantage de copies, davantage d'amylase. C'est logique, mais c'est bien que ce soit quand même étudié et identifié. On peut donc conclure qu'une variation dans le nombre de copies du gène AMY1 détermine la quantité d'amylase présente dans la salive. Voilà. Ah oui, ça me vient à l'idée. Ne vous embarquez pas dans des corrélations avec l'amylase sanguine. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. On ne digère pas avec le sang. Okay. Moi, je suis ici dans des conseils de diète par rapport au génotype. Donc, on est dans le système digestif, on n'est pas dans le système sanguin. Okay. Donc, ne mélangeons pas tout. Cette histoire d'amylase est complexe. Il y a plusieurs niveaux. Nous sommes dans le niveau digestif. Vous ne vous préoccupez pas des valeurs sanguines qui vont plutôt montrer en excès une inflammation du pancréas. Okay. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Bon. Donc, on avance. La troisième page de cet article, très très intéressante, parce que là, on a, si vous voulez, cette évolution dans le temps, hein, entre des peuples, notamment des peuples de chasseurs-cueilleurs qui sont toujours bien présents aujourd'hui en Afrique et en Asie. Donc, ces chasseurs-cueilleurs ont été répartis dans l'étude entre des groupes qui ont une faible consommation de glucides, donc plutôt du côté carnivore. Et là-dedans, notamment, il y a
les Biaka et les Mbouti, qui sont deux ethnies de pygmées du nord du Congo, voire de République centrafricaine. Et puis alors, il y a aussi les Datog qui sont en Tanzanie et les Yakoutes qui sont en Yakoutie. Bon, ça ne s'invente pas. Et la Yakoutie se trouve dans le nord de la Sibérie. Ce sont des chasseurs-cueilleurs, toujours aujourd'hui, plutôt du côté carnivore, et qui donc consomment peu de glucides. Et puis, en opposition, il y a les Hadza, qui sont très étudiés, qui est une peuplade vivant au pied du Kilimandjaro, dans la région d'Arusha, fascinant, qui ne sont liés à aucune autre ethnie. C'est un peu, ce ne sont pas des Martiens, mais c'est très particulier. En tout cas, on n'est pas là pour s'étendre sur les Hadza, mais il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur eux, sur tout un tas d'aspects, que je vous incite à aller voir si le sujet vous intéresse. Ces Hadza consomment beaucoup de glucides. Bon, ben, on va peut-être s'en tenir à ça. Alors, du côté des grands consommateurs de glucides, bon, ils ont aussi une population de référence japonaise et une population américano-européenne, c'est-à-dire nous, ok? Enfin, les Japonais peut-être pas, mais en tout cas, les Américano-Européens, oui. Et puis les Japonais, bon, si vous voulez, de nos jours, il y a quand même beaucoup de points communs avec cette tendance mondiale, en tout cas des pays industrialisés ou des pays modernisés. Donc, on exclut évidemment ici les chasseurs-cueilleurs qui vivent à l'ancienne. Et l'agriculture, la révolution néolithique a affecté évidemment tous les continents et tout autant le Japon que l'Amérique ou l'Europe. Et donc, on va utiliser les Hadza d'un côté et on va dire les pygmées et autres chasseurs-cueilleurs mangeant peu de glucides. Et vous voyez les courbes. Alors, les Hadza sont les pointillés noirs, ok, et les pygmées africains et autres tribus déjà citées sont tous en rouge. Alors, ce que ce graphique vous montre, c'est que il y a un décalage vers la gauche des populations qui mangent peu de glucides, et ça correspond évidemment à l'échelle ci-dessous, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont moins de copies de l'amylase 1A. Okay, et les Hadza et ces peuples modernes touchés par l'agriculture, la révolution néolithique, sont en noir et ont davantage de copies. Bon, je crois que la différence est flagrante. Elle se reflète aussi ici dans le graphique, vous voyez, les colonnes en rouge sont décalées vers peu de copies, et ça correspond donc au tracé en rouge ici, hein, ce sont les mêmes dont on parle, et ceux qui mangent davantage de glucides possèdent davantage de copies, et leurs colonnes en gris sont décalées vers un nombre plus élevé de copies. Ok. Bon, donc je trouve que ça, voilà, c'est ça l'idée. Alors, il n'y a pas les Inuits là-dedans. Les Inuits ont peu de copies de l'amylase. Ok, très peu de copies de l'amylase. Ça ne fait que conforter évidemment ces chiffres-ci. Bon, voilà, ici c'est en référence à une étude qui a été faite. Hein, et donc, les coordonnées de cette étude, qui date de 2007, sont fournies. Alors, je suis en train de me demander si c'est pas... Oui, mais si ça se trouve, sont peut-être déjà des données... C'est une meilleure exploitation des données qui figuraient dans l'étude Princeps, mais ça a peut-être été complété. Je n'ai pas été fouillé de trop parce que c'est flagrant. Et au départ, si vous voulez, moi j'étais parti sur les Inuits qui ont peu de copies, ok.
Mais vous voyez qu'il n'y a pas que les Inuits, c'est quand même bon d'avoir un échantillon plus large qui confirme très fort la tendance. Plus vous avez de copies, plus vous êtes équipé pour digérer les glucides, et moins vous avez de copies, mais moins ça vous convient. Alors, maintenant, il y a des choses très intéressantes, très importantes, que je vous annonçais dans les opus précédents, parce que la suite n'est pas ce que j'attendais. Et d'ailleurs, il m'a fallu un certain temps pour m'en sortir, pour capter le problème. Moi, je m'attendais, je vous explique le cheminement de ma pensée, je m'attendais à ce que le fait d'avoir davantage de copies de l'amylase donc permette de décomposer les amidons et donc envoie davantage de glucose dans le système, et je m'attendais à ce que ce soit des gens qui avaient plutôt une hémoglobine glycosylée plus haute. Ça paraissait logique. On décompose, il y a plus de glucose, ils mangent des amidons qui font monter la glycémie et donc la moyenne sur 3 mois de l'hémoglobine glycosylée. Eh bien non, c'est l'inverse. Accrochez-vous, c'est l'inverse. Alors ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, je pense que je suis pas sur un truc fiable. Qu'est-ce que c'est que ça pour une pétrolière? Mais non, c'est l'inverse et c'est fascinant. Alors, la page suivante vous montre, bon, je crois que Goliath, après manger, va toujours boire. On va le laisser se débrouiller pour trouver, tiens, il y a encore un tout petit bout. Voilà, très bien. Alors, une assiette vide en est la preuve. Hein. Bon, allez, pas vite boire. Un peu. Essuyer la main. Voilà. Donc, ce graphique, oh, ça m'a laissé pantois, mais voilà, il faut bien accepter les faits. Alors, je vous lis. Hein, ici, c'est facile, c'est en français, je vous lis. On pourrait s'attendre à ce que la glycémie des personnes ayant le plus grand nombre de copies du gène s'élève davantage et plus rapidement que celle des personnes de l'autre groupe, ayant donc peu de copies, étant donné qu'elles ont davantage d'amylase. Ces personnes devraient en effet, à cause de cette amylase, digérer plus rapidement, plus efficacement l'amidon ingéré. Or, c'est le contraire qu'on constate. L'élévation de la glycémie est plus faible chez les personnes ayant le plus grand nombre de copies, donc produisant le plus d'amylase. Voilà, vous avez les courbes. Vous avez les courbes. Bon, c'est peut-être un peu difficile sur cet écran, mais au-dessus, la courbe en ligne continue, comme vous pouvez voir dans la légende, c'est low amylase, donc peu d'amylase, et la courbe interrompue est en dessous, high amylase. Et donc, vous voyez bien que c'est exactement le contraire de ce qu'on pourrait s'attendre à trouver. Hein. Qui a Goliath? Bon, il ne va pas trouver son bol, il va falloir que je lui montre. Allez, va chercher. Oui, oui, c'est bien, par là. Oui, oui, allez, encore. Allez, va vite, va vite. C'est pas prévu tout ça, mais enfin, voilà, on fait avec. Hein, ici, vous savez, les animaux ont leur importance, n'en déplaise à certains. Et donc, forcément, en abscisse, vous avez le glucose plasmatique, et donc le glucose est plus élevé quand vous avez moins d'amylase. Ce que les auteurs, évidemment, entérinent. L'élévation de la glycémie est plus faible chez les personnes ayant le plus grand nombre de copies, donc produisant le plus d'amylase. Voilà. Il reste à comprendre, la relation existant entre la quantité d'amylase et la régulation de la glycémie, puisqu'on a l'effet inverse de ce qui paraît logique à première vue.
Les auteurs font l'hypothèse que c'est par l'intermédiaire d'une sécrétion plus précoce et mieux adaptée d'insuline. Allez, Goliath, on va aider le Goliath à trouver son bol d'eau. Oui, mais enfin, tu n'es pas loin. Allez, regarde. Qu'est-ce que tu fais là? Non, on ne se gratte pas, on va vers son bol d'eau un peu plus loin. Oui, voilà, oui. Allez, oui. Allez. Oui. Allez. Pas toujours évident hein, quand on est aveugle, hein. Ou presque. Bon. Je suis désolé, mais il que je fasse. C'est comme ça. Donc, cette histoire de sécrétion d'insuline est quand même assez fascinante parce que finalement, je vais l'expliquer un peu différemment. Si vous voulez, ceux qui ont peu d'amylase sont beaucoup plus intolérants aux glucides, ok, et ceux qui ont beaucoup d'amylase sont beaucoup plus carbo-adaptés, enfin c'est de l'anglais traduit, donc sont beaucoup mieux adaptés aux glucides. Et il y a plein de choses qui vont avec. C'est pour ça que je vous avais déjà introduit le sujet dans l'opus 2 avec cette phase céphalique de la digestion, où on anticipe, on voit venir des glucides, on adapte, on produit la salive, on réveille le pancréas pour qu'il sécrète du sucre pancréatique également, en vue des phases suivantes de la digestion, après évidemment ce qui se passe en bouche que je vous ai décrit dans l'opus 2. Ce sont des faits qui expliquent la suite, parce que là, ça va encore vous choquer. Donc là, on fait référence à une autre étude hein, qui est parue dans Nature Genetics. Là aussi, je crois que c'était le cas de la première étude que je vous ai donnée la fois dernière, mais ici c'est en 2014. Et là, bon, ça arrache aussi. Ces travaux, réalisés dans des populations d'adultes, indiquent que le nombre de copies du gène AMY1A a un impact sur le risque d'obésité et que plus précisément, le fait d'avoir un faible nombre de copies du gène soit un facteur prédisposant à cette obésité. Les chercheurs vont jusqu'à dire que le fait d'avoir 9 copies ou plus, je vous rappelle que on n'est pas en mesure de vous dire exactement combien vous avez de copies, mais on peut vous dire que vous en avez plutôt beaucoup, et ça, on est plutôt dans le 9 copies ou plus, hein, quand vous êtes homozygote moderne. Donc, les chercheurs vont jusqu'à dire que le fait d'avoir 9 copies ou plus du gène diminue de 8 fois la probabilité d'être obèse par rapport à une personne ayant moins de 4 copies. Et ça, ce sont les homozygotes ancestraux. Donc, les homozygotes modernes sont jusqu'à 8 fois moins à risque de devenir obèses que les ancestraux. Bon, moi, j'aime pas beaucoup cette étude. On va récupérer notre Goliath. J'aime pas beaucoup cette étude parce que il se fait que je pense que toutes ces études sont biaisées parce qu'elles sont réalisées sur des gens qui consomment beaucoup trop de glucides. Okay. Parce qu'il est évident que les homozygotes ancestraux, c'est-à-dire les gens qui vivaient au paléolithique, etc. Bon, là, comme ça, vous avez la pouloute en prime. Vous la voyez? Allez, Goliath, vas-y. Oui, c'est bien. Oui, allez, va. Oui, va. Oui, voilà. Goliath, pouloute. Oxo, tu veux y aller aussi? Hein. Et dire que je suis pas censé faire des vidéos animales. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, ici? Bon, voilà, vous avez la totale. Et donc, ces études, si vous voulez, travaillent avec des gens qui mangent beaucoup trop de glucides, comme la plupart du monde, qui mangent beaucoup trop de glucides. Donc, je me vois
obligé de prendre ça avec des pincettes. Je vous disais au moment de l'interruption par tous ces animaux que au Paléolithique, les gens n'étaient pas obèses et ne mangeaient pas beaucoup de glucides. Et donc, il n'y avait pas cette corrélation. N'empêche que ça prouve qu'il y a quand même un impact énorme de ce CNIV, de ce nouveau génotype de l'amylase salivaire, et que je vous incite à tester pour voir si vous pouvez manger beaucoup de glucides, c'est-à-dire si vous êtes carbo-adapté, ou s'il faut vous réfréner, s'il faut vraiment fortement limiter votre quantité de glucides parce que vous êtes intolérant aux hydrates de carbone, aux glucides. Voilà, c'est ça le principe. Ceci dit, derrière tout ça, il y a un phénomène que je pense très important, très intéressant, qui montre que plusieurs gènes ont fortement évolué sur les derniers 15 000 ans, on va dire depuis le Mésolithique. Je vous les rappelle, c'est au Mésolithique qu'est apparue la version efficace, plus exactement, de conversion des prohormones thyroïdiennes T4 en T3, c'est le fameux génotype DIO2. Et les DIO2 modernes, les génotypes modernes sont beaucoup mieux adaptés à la consommation de glucides, ça fait 1. Ce qui veut dire aussi que les génotypes ancestraux doivent limiter leur consommation de glucides, hein, l'un ne va pas sans l'autre. Secundo, je vous rappelle qu'il y a cette histoire de la tolérance au lactose qui s'est développée il y a 10 à 5 000 ans, c'est encore plus récent. Hein. Viens Goliath, viens. Ah, là c'est le palou. Voilà, vous aurez vu tout le monde. Allez Goliath, viens. Allez, viens, on rentre. Oui, allez, on rentre. Oui, oui, c'est bien. Voilà, très bien. Oui, qui se débrouille quand même. Hein. Palou, allez, viens. Viens, Palou. Qu'est-ce que je dise, moi? Allez, viens, Palou. Palou, allez, viens. Viens vite. Bon. C'est pas le bon moment. Et donc, ça fait 2. Hein, l'évolution récente du lactose. Et puis, encore un génotype qui s'est modernisé, ben c'est ce que je viens de vous raconter. Donc, quand on nous dit que l'humain doit manger cétogène ou carnivore, c'est les 2 grandes diètes à la mode, surtout pour perdre du poids, hein, mais bon, à juste titre, parce que les gens mangent trop de glucides, ok? Ça, je suis 100% d'accord. Et on mange trop de glucides, syndrome métabolique, prise de poids, obésité, prédiabète, diabète, résistance à l'insuline, la totale. Et donc, forcément, partir dans l'autre sens apporte beaucoup de bénéfices à tout ça. Mais, est-ce que, comme les sites correspondant, les chaînes YouTube, tous les livres qui vont dans ce sens-là le prétendent, tout le monde doit suivre cette direction? Eh bien non. Eh bien non, parce que dans la population, vous avez une majorité de gens qui ont un DIO2, un génotype DIO2 qui est carbo-adapté, parce que là, la transformation a été radicale, ultra rapide. Viens, tu veux revenir sur moi? Tu vas revenir sur moi. Et donc, cette histoire s'est faite à une vitesse effarante, puisqu'en 15 000 ans, les premières copies convertisseuses sont apparues au Mésolithique, et aujourd'hui, il y a une large majorité de génotypes modernes. Il n'y a que 13% de génotypes ancestraux. Par ailleurs, comme on le voit ici, pour l'amylase, il y a des individus qui sont carbo-adaptés, qui sont des chiens,
beaucoup de copies de l'amylase, donc c'est l'analogie chien. D'autres qui sont pas adaptés du tout, qui sont des loups, analogie loup, hein, ce sont pas des vrais loups, hein. Et puis alors, il y a les gens qui sont en transition entre les deux, qui ont une copie ancestrale, une copie moderne, que j'ai eu envie d'appeler des renards, ok? Vu qu'il y en a beaucoup ici dans le coin, sur ma terrasse, on n'en a pas vu aujourd'hui, mais on aurait pu. Et donc, c'est un génotype intermédiaire dont d'ailleurs je fais partie. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait prétendre que l'homme est carnivore et doit suivre cette diète par principe pour tout le monde, alors qu'il y a des gens, selon les génotypes, qui se sont adaptés à cette explosion des glucides. Donc voilà, ma conclusion, c'est que je ne veux rejeter a priori aucune de ces diètes, mais il faut personnaliser l'alimentation en fonction du génotype. Vous comprenez ça? Et pas dire la même chose pour tout le monde. Et surtout, pas rejeter le principe même des génotypes en parlant de sous-types. Parce qu'alors là, on est dans le déni de la science. C'est bien beau de faire des présentations qui ont l'air scientifiques, qui le sont dans une très grande mesure, mais si les circonstances où la science ne colle pas bien avec le principe de marketing, on la rejette sous des prétextes totalement fallacieux, alors là, je ne suis plus du tout d'accord. Et la plupart d'entre vous voient très bien ce à quoi je fais allusion. Je crois que cette histoire d'évolution de génotypes ancestraux vers des formes modernes avec l'impact sur l'alimentation méritera un opus supplémentaire, voire un webinaire à suivre, ok, mais au moins aujourd'hui, comme ça, je vous ai donné non seulement toutes les informations sur l'amylase salivaire, mais aussi de matière à réflexion pour que vous me réagissiez en commentaire sur ce que vous pensez de cette approche par les génotypes, parce que nous ne sommes pas tous modernes, mais nous ne sommes pas non plus tous ancestraux. Et puis, il y a des mélanges. J'ai un beau mélange. Mon DIO2 est hétérozygote. Mon amylase est hétérozygote. Donc, voilà, je suis un cas intermédiaire et ce qui ne me pousse pas vraiment vers le cétogène. Les essais que j'ai faits en cétogène ne sont pas concluants. Enfin bon, ça c'est mon expérience, alors on me dit que je ne suis pas expert, ce que je reconnais parfaitement, mais le problème c'est que les experts essaient de me faire croire que leur expertise s'applique à tout le monde, sans même reconnaître le fait que nous sommes tous différents. Ok ? Bon, alors Goliath est totalement déchaîné. C'est quoi ça, Goliath? Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu as dit au revoir? Allez, il vous dit au revoir. Bye bye.